Poutine, le retour de l'ours dans la danse, un film signé Frédéric Tonnolly qui décrit bien comment Vladimir Poutine a construit pas à pas sa stratégie géopolitique. Un documentaire qui interroge aussi le comportement des Occidentaux. Place au débat donc avec nos invités sur ce plateau. Mickaël Vallet, bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste de la Charente-Maritime, membre de la Commission des Affaires étrangères, diplomate de profession. Elsa Vidal, bienvenue à vous également. Vous êtes rédactrice en chef en langue russe pour RFI, Radio France Internationale et spécialiste des sociétés post-soviétiques. Clémentine Fauconnier est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Haute-Alsace et rattachée au laboratoire SAGE. Vous êtes également l'auteur de Entre le marteau et l'enclume, la fabrication d'une hégémonie partisane dans la Russie de Poutine, paru chez Septentrion Presse Universitaire. Christian Macarian, enfin, est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes journaliste, essayiste et chroniqueur international au Point. Et vous êtes l'auteur de ce livre, Généalogie de la catastrophe, retrouver la sagesse face à l'imprévisible aux éditions du Cerf. Merci à tous les quatre. Alors, parmi les premières questions que pose ce film, et outre la responsabilité écrasante de Poutine, il y a le comportement occidental. Avons-nous été sourds, aveugles, naïfs, Mickaël Vallet? Est-ce que Poutine avait envoyé des signaux très visibles sur sa volonté d'expansion, et notamment vers l'Ukraine? Alors, c'est une question qui est très compliquée, surtout dans une période de guerre qui pousse un petit peu au manichéisme. Moi, l'image que je prendrais, c'est celle d'un animal blessé ou agacé qui s'énerve, qui aboie, qui est tenu sur un poteau, et au bout d'un moment, la laisse lâche. Ce qui s'est passé là, donc c'est bien le chien qui est responsable de l'attaque qu'il fait, mais la question, c'est de savoir jusqu'à quel point est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité dans le fait de l'avoir excité, est-ce qu'il y avait besoin d'en rajouter. Moi, j'ai été très étonné dans le documentaire, j'ai relevé en tout cas le fait que le rédacteur en chef de Novaya Gazeta valide lui-même la thèse selon laquelle une promesse avait été faite, alors que c'est quand même une personne qui est très critique et qui n'est pas suspecte d'être pro-Poutine. D'être pro-Poutine. Et vous avez par ailleurs, je crois que c'est dans le Figaro le mois dernier, qui avait eu un article de fond très long sur le sujet, qui était très très bien, qui montrait que formellement, ça semble difficile de dire vous avez eu dans tel traité ou telle convention une promesse qui a été rompue, mais que d'un autre côté, les conseillers entre eux, notamment les conseillers de Clinton, sur des échanges qu'il y a eu, qui ont été déclassifiés, montrent bien qu'il y a une question d'interprétation des deux côtés. Et qu'en fait, pour résumer, il n'était pas interdit de prendre en compte dans la façon d'aborder Poutine, les déclarations à partir de 2007. Elsa Vidal, c'est vrai que c'est une thèse qui circule ces derniers mois. Avant de parler de cette arrogance dont parle Hubert Védrine, qu'on entendra dans un instant, est-ce que les Occidentaux ont vraiment manqué de clairvoyance? Est-ce qu'ils ont été naïfs? Est-ce qu'ils ont été même dans le déni? Il y a deux choses. Est-ce qu'ils ont été... La question de la guerre. Est-ce qu'on a été naïf et dans le déni vis-à-vis de la guerre? Je ne pense pas. Je pense vraiment que le cadre d'interprétation qui était le nôtre, c'est-à-dire une intégration poussée de la Russie dans un système international, créera une interdépendance qui diminuera le risque d'agression, était un bon cadre ça, pour la question de la guerre. Pour ce qui est de la question des relations et de la nature des relations à développer avec la Russie, je ne pense pas qu'il s'agisse de naïveté. Je pense qu'il s'agit encore une fois aussi d'approche idéologique ou politique. Il y a un courant réaliste qui demande à ce qu'on tienne compte aussi des impératifs des États, de leurs différents intérêts, qui s'appuie souvent sur la doctrine Monroe, qui va nous citer la crise des missiles à Cuba pour expliquer les difficultés russes. Peut-être, ouais. Oui, globalement, c'est d'abord les États-Unis considèrent que les continents américains sont leur zone naturelle d'influence et qu'il n'est pas question de tolérer des interventions extérieures. Donc pendant la guerre froide, l'Union soviétique déploie des missiles à Cuba, les États-Unis la prennent, on a une très belle crise qui se résout. La différence est quand même très importante dans le cas ukrainien, parce que même si on peut comprendre que la poussée otanienne et européenne en direction d'États qui furent membres de l'Union soviétique et qui ne le sont plus depuis près de 30 ans quand même, il y a du temps qui s'est écoulé, la guerre à laquelle on assiste actuellement n'est pas du tout provoquée par l'Ukraine en rien. Il n'y a pas de traité d'association immédiat, alors qu'il y a eu des moments de cet ordre auparavant qui ont précipité des crises. Est-ce qu'on a excité la bête, Clémentine Fauconnier? Est-ce qu'on peut, non pas crier haro sur les Occidentaux, mais prendre part à cette responsabilité dans ce conflit? Alors, avant de répondre sur la question de l'excitation de la bête, je vais poursuivre aussi sur la question de l'éventuelle surdité ou pas côté occidental. Ce qui s'est passé, ce qui a été dit dans le documentaire, je trouve de façon assez juste, c'est le tournant qu'a été le forum sur la sécurité à Munich en 2007, où Poutine a dit les choses de façon très claire. Je pense que s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Poutine, c'est d'être très clair quand même. Voilà. Et il a dit les choses, il les a presque annoncées. Il a dit les choses, il les a annoncées, ça a été énormément relayé. C'est-à-dire que lui, il est en faveur d'un monde multipolaire, il est contre l'unipolarité, et ce qu'il
ce qu'il perçoit comme étant un unilatéralisme américain et un impérialisme américain. Et contre ça, à son tour, Poutine et puis tous les réseaux aussi qui sont autour, des réseaux conservateurs, des réseaux réalistes aussi en termes de relations internationales, ont théorisé depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui de façon tout à fait ouverte et accessible des théories, on pourrait dire néo-impériales, qui visent à comprendre comment faire rayonner, alors soit la Russie dans son étranger proche, soit dans ce qu'on appelle le monde russe, qui là s'étend beaucoup plus puisque ça touche aussi les diasporas qui sont jusque dans les pays occidentaux, mais finalement ce projet d'expansion d'une influence russe contre ce qui est perçu comme étant un monde unipolaire, ça avait été tout à fait annoncé et sans doute pas suffisamment entendu et pris au sérieux. Oui. On a été, je pense, très nombreux à être très surpris de ce qui s'est passé à partir du 24 février au matin dans son ampleur, mais sinon, rétrospectivement, on peut dire qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments qui avaient... C'est en tout cas très bien montré dans le documentaire, ça voilà. c'est évident. Voilà. Mais sinon, en plus, l'accélération phénoménale depuis, je dirais, le tournant de 2012, le moment où Poutine est revenu aux affaires, il y a eu en plus, en termes de politique intérieure, ce que je connais le mieux, un tournant aussi très anti-occidental, très avec la crainte qu'il y ait une révolution qui soit organisée en Russie contre Poutine, la mise en avant de valeurs conservatrices et qui vraiment visait aussi d'un point de vue géopolitique à construire vraiment une opposition entre un Occident qui avait perdu les valeurs traditionnelles et une Russie qui était gardienne des valeurs traditionnelles et qui pouvait aussi éventuellement les défendre un petit peu partout dans le monde. Et plus encore que de la naïveté ou de la surdité, et je vais vous donner la parole dans un instant, Christian Macarian, c'est que peut-être les Occidentaux auraient été arrogants, même à certains moments de l'histoire avec la Russie. Et ça, c'est Hubert Védrine qui le dit très franchement dans le film. Écoutez. Là, il y a une période de quelques années où les Occidentaux ont fait preuve d'hubris, d'arrogance, de triomphalisme. Ils ont vraiment cru qu'après la fin de l'URSS, la Russie était devenue une puissance secondaire qui ne comptait pas, dont on ne devait pas à se préoccuper, et qu'elle allait devenir un pays banal, plus ou moins normalisé, mais qui disparaissait du champ de la vraie grande politique. Alors là, Christian Macarian, c'est vraiment haro sur les Occidentaux. Alors, je crois que M. Védrine a raison de parler d'arrogance, mais il faut, à mon avis, revenir au point de départ. Le point de départ, c'est tout de même une promesse verbale faite à Mikhaïl Gorbatchev au moment des événements de Berlin, ce qui est donc très vague, qui donne lieu à aucun papier, aucun document écrit, ce qui va être reproché à Gorbatchev. Et l'opposition et la détestation que Vladimir Poutine, plus tard, va nourrir pour Gorbatchev, qu'il estime comme le coupable idéal de la chute de l'Union soviétique et de tout le système numérique général, va accentuer cela. Mais en vérité, on ne peut pas faire un raccourci trop rapide. On voyait un raccourci dans le documentaire. Oui, ouais. je suis contre la culpabilisation de l'Occident. Ça suffit. Ça ne produit que des résultats désastreux. Culpabiliser et nous autoflageller, c'est quelque chose qui produit la destruction des valeurs que nous portons. Et les valeurs que nous portons sont la démocratie, les droits de l'homme, la personne humaine, la liberté d'aller devenir. Sans s'autoflageller, on peut effectivement expliquer l'histoire, expliquer ce que fait Vladimir Poutine aujourd'hui en se regardant nous-mêmes. Que ce qu'il y a de vrai dans ce que dit Hubert Védrine, qui est la fainéantise intellectuelle dont les Occidentaux ont fait preuve. Nous avons cessé de travailler sur les causes idéologiques et sur l'approfondissement, l'enfoncement de l'idéologie russe. Un point intéressant qui n'a pas encore été dit. Dans le champ historique profond. Et à mon avis, je vous donne mon interprétation personnelle, qui vaut ce qu'elle vaut, mais Vladimir Poutine ne peut pas s'expliquer, et ce que nous vivons à l'heure actuelle en Ukraine ne peut pas s'expliquer en le détachant de la conception même du pouvoir qu'a Vladimir Poutine. C'est-à-dire lier le politique au militaire, un pouvoir qui a besoin de guerre, et que pour produire ces guerres, pour légitimer sa durée, n'oubliez pas qu'il a fait des réformes constitutionnelles à répétition de manière à pouvoir rester au pouvoir jusqu'en 2036. Et pour rester au pouvoir jusqu'en 2036, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut des guerres, et des guerres régulières. Poutine fait la guerre pour justifier le fait qu'il reste au pouvoir de façon longue, même plus longue, il l'a dit lui-même, que Pierre le Grand et que Ivan le Terrible. Et ça, on le découvre aujourd'hui, Elsa Vidal Non, je pense pas. Vous ne pouvez pas l'analyser avant, vous ne pouvez pas le voir venir. C'est très difficile à dire. En fait, ce que je reconnais, moi, comme
comme grande qualité à ce documentaire, quand bien même je suis en désaccord avec de nombreux points, et je pense qu'il faudrait rentrer dans des détails, parce qu'il y a toujours des approximations, et que tout est dans le détail. Mais ce que ça rend perceptible, et c'est quelque chose qu'il est très difficile de s'imaginer, je pense, en tant qu'occidental, quand on n'a pas vécu en Russie, quand on n'a pas vécu pendant ces années-là, c'est que moi, j'ai été étudiante en Russie comme plein d'autres. J'ai vécu dans les années 90 régulièrement la Russie. Pour la grande majorité de la population russe et soviétique, ça n'a pas été une libération, la disparition de l'Union soviétique. Ça a été un effondrement, avec un État failli, avec le chaos qui s'ensuit. Personne ne peut regretter ça. Concrètement, ça a été absolument dramatique. Donc, évidemment qu'il y a en plus le sentiment de la puissance perdue. Et puis, dans les imaginaires, il y a effectivement des tas on va dire, d'avatars de la Russie et de l'Union soviétique, des relations du pouvoir. Donc en ça, Poutine est même suivi par son peuple, finalement. Plus ou moins, mais après, il travaille l'idéologie. Il n'agit pas dans un espace transparent, mais je pense que Clémentine Fauconnier connaît mieux la production idéologique interne en Russie. Mais en tout cas, en expérience, pour avoir été en tant que Française en Russie et peu de temps avant en Union soviétique, évidemment que se promener dans ce pays, c'était se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Que vivent ces gens qui vous arrêtez même dans la rue quand vous faisiez la queue avec eux pour vous dire mais pourquoi vous êtes là? On veut tous partir. Pourquoi vous venez? Et donc si il y a une reste, expérience. Et si on reste encore quelques instants, Mickaël Vallès, sur les Occidentaux. Quand on parle des Occidentaux, on parle de qui? On parle surtout des États-Unis, comme cherche à l'expliquer Vladimir Poutine? C'est une excellente question. Est-ce que les Européens sont un peu pris en otage aussi entre ces deux blocs qui continueraient de se faire? C'est une très bonne question parce que dans les Occidentaux, d'abord, j'aime pas dire les Occidentaux d'un côté, la Russie de l'autre, parce que la Russie fait aussi partie de l'Occident. On va pas rentrer dans les détails, mais on peut parler de l'Union européenne, des organisations politiques, militaires et des États-Unis. Je crois qu'il faut distinguer l'Union européenne d'un côté, certains pays qui ont une proximité historique, et on l'a vu dans la façon dont le président Macron a essayé de gérer, en tout cas, une partie de la crise dans des rapports qu'on peut avoir un peu plus étroits entre certains pays et la Russie, l'OTAN et les États-Unis. Parce que de se dire, il ne faut pas qu'on se flagelle, nous les Occidentaux, pour reprendre le terme là-dessus, c'est pas interdit de comprendre aussi que, par exemple, je crois au mois de juin, l'année qui a précédé au mois de juin qui a précédé la guerre et l'agression, quand vous avez les États-Unis qui en remettent une couche sur le fait de dire nous soutiendrons quoi qu'il arrive une demande d'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, ils savent très bien ce qu'ils font. Quand l'Allemagne annonce qu'elle se réarme, elle ne va pas le faire avec des équipements européens, donc ils savent très bien ce qu'ils font. Quand ils poussent les feux de l'OTAN, ils savent ce qu'ils font aussi. Donc je pense qu'il faut distinguer, non pas pour introduire des dissensions entre nous. Mais si on peut se reprocher parfois à tort ou à raison d'avoir été naïf sur les comportements de la Russie, etc., il ne faut pas l'être avec les États-Unis, parce que des régimes qui ont besoin de guerre parfois pour justifier des prises de position, ou qui ont des dynasties où on a un président qui voit son fils succéder à son successeur, ça existe aux États-Unis. C'est valable aussi du côté américain. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que pour essayer d'introduire, et bien évidemment pas avec les mêmes valeurs, mais oui, mais je pense qu'il faut se garder d'une forme d'occidentalocentrisme ou de ne pas être ethnocentré. Et le fait de bloc occidental harmonieux et parfaitement puis d'essayer de se décentrer un peu pour comprendre, non pas pour excuser, mais pour comprendre quelles vont être les motivations d'un peuple ou d'une politique étrangère dont on sait, je cite toujours ce vers de Lermontov qui dit que littéralement la Russie est imprévisible. Bon, alors c'est facile, ça donne des explications faciles, mais là pour le coup, le 24 février, on n'avait pas trop prévu la ligne qui serait franchie. Mais il faut essayer de comprendre un peu. Moi, je comprends tout à fait ce que dit Madame. Quand vous voyez ce que c'est que le 9 mai en Russie, quand vous voyez l'importance attachée, pour des raisons qui sont nourries dans l'idéologie aussi, mais à la grande guerre patriotique et au reste, on ne peut pas tout à fait s'étonner, par exemple, des taux de popularité qu'on voit chez Poutine en ce moment. Est-ce qu'il y aurait même eu un petit jeu dangereux joué notamment par les Américains au moment de la révolution de Maïdan? Je ne sais pas, Clémentine Fauconnier, est-ce qu'effectivement on a joué un petit jeu dangereux et on a excité la bête aussi en essayant d'attaquer de l'intérieur l'Ukraine et en prônant ces valeurs démocratiques qui hérissaient le poil de Vladimir Poutine? Alors, un jeu dangereux ou un jeu peut-être pas tout à fait mesuré, mais qui remonte, à mon sens, bien avant Maïdan, c'est-à-dire qui commence avec ce qu'on appelle les révolutions de couleur, qui ont commencé dès 2003 en Géorgie, et puis la fameuse révolution orange en Ukraine, qui a été, du point de vue de la politique intérieure russe, un tournant majeur. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu, ça a été dit, je me souviens plus si c'est rappelé dans le documentaire, mais il y a eu une mini lune de miel
très relative lorsque Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, où il a quand même envoyé des perches pour tenter de coopérer, voilà, notamment sur la question de l'antiterrorisme, même si c'était aussi tout à fait intéressé côté Poutine, parce qu'il y avait aussi la Tchétchénie, évidemment. Mais il y avait une volonté de jouer un espèce de jeu et de coopérer plus ou moins à égalité. 2003, c'est l'affaire Khodorkovsky, qui a été reçue à l'Ouest, pour le dire rapidement, vous m'excuserez, mais notamment par les États-Unis, comme étant vraiment le témoignage de l'autoritarisme poutinien et de sa reprise en main à la fois sur la politique et sur l'économie, et notamment tous les secteurs énergétiques qui sont évidemment très importants. Et puis ensuite, suite à ça, il a commencé à y avoir donc ces fameuses révolutions de couleur où des dirigeants pro-russes, donc qui permettaient aussi à la Russie de garder son influence sur sa zone historique, on pourrait dire, voilà, ont perdu les élections suite à des protestations massives après des élections qui ont vu l'arrivée au pouvoir de dirigeants plutôt pro-occidentaux. Et ça a été très clairement interprété par Poutine et ceux qui l'entourent, puisque Poutine, on dit souvent Poutine comme un acteur collectif un petit peu, et donc du coup tous les milieux aussi, y compris Russie Unie, donc le parti sur lequel j'ai travaillé, ça a été interprété vraiment comme une tentative d'ingérence, non seulement pour déstabiliser géopolitiquement la Russie et la rendre plus faible, et deuxièmement comme une espèce d'entraînement, en sachant que la Russie... C'était interprété comme ça, mais c'en était une ou pas? C'était vraiment une ingérence? Il y avait clairement un soutien manifeste, en tout cas dans toute la façon dont c'était reçu, en faveur de ces forces, parce qu'elles étaient aussi pro-démocratiques et qu'elles se revendiquaient de la liberté des élections, des droits de l'homme, etc. Et ça s'est répété finalement presque en Russie. Ce fameux tournant de 2012, qu'est-ce qui se passe? C'est le moment où Vladimir Poutine revient au pouvoir. C'est aussi le plus grand mouvement de protestation que la Russie ait connu depuis l'effondrement de l'URSS. Et qu'est-ce qui émerge à ce moment-là? La figure d'Alexeï Navalny, pour lequel il y a eu quand même une très grande sympathie, alors vu aussi ce qui lui est arrivé plus tard, mais pour lequel il y a eu quand même un soutien assez important en France, par exemple, et puis ailleurs. Et donc, du coup, tout ça, ça nourrit l'idée, peut-être pas tout à fait à tort, qu'il y a une hostilité contre le régime Poutine, aussi parce qu'il est autoritaire et qu'il se défend d'autres valeurs que les valeurs américaines et européennes, et que du coup, il y a des risques à la fois géopolitiques, mais aussi en termes de politique intérieure. Donc un jeu qui se joue à deux quand même, hein, Christian Macarian. Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est la façon dont le monde a été régi, ce monde-là, post-soviétique, autour de l'Ukraine. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, à la fin de l'URSS, est la troisième puissance nucléaire du monde. Et oui, par le nombre de têtes nucléaires qu'elle héberge sur son sol. Pas parce qu'elle les a produites, mais parce que dans le cadre de l'URSS, elle avait reçu la mission de stocker ces têtes nucléaires qui étaient pointées sur l'Europe. Bon. La façon dont on a dénoué cette crise était assez remarquable dans une coopération entre l'Occident, donc en l'occurrence l'OTAN, États-Unis et Europe, et la Fédération de Russie. On s'est mis d'accord et on a signé les protocoles dits de Budapest en 1994. Que disent ces protocoles violés par la Russie? Ils disent que, en échange de la dénucléarisation complète de l'Ukraine, indispensable à la sécurité du monde entier, Dieu merci, et qui a eu lieu, eh bien, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie, puis, par adjonction tacite, la France et l'Allemagne, et d'autres pays aussi, se portent garants des frontières extérieures, des limites frontalières de l'Ukraine. La Russie a signé ce document. Donc, il faut savoir ce qu'elle veut. Le fait que M. Poutine, arrivant au pouvoir à la fin de l'année 1999, 5 ans après, va considérer ce document comme totalement sans valeur accessoire, signifie quand même, de la part du pouvoir russe, un engagement dans une voie non respectueuse des accords internationaux, dans une voie de refus du concert international qui est extrêmement significative. Alors après que l'Occident ait commis des erreurs, notamment Barack Obama en traitant la Russie de puissance secondaire, de puissance régionale, que des phrases comme le fameux sénateur qui présidait la commission de la défense au Sénat ait fait mal, cette phrase étant la suivante: la Russie n'est plus qu'une station-service équipée de fusées nucléaires. Oui, c'est blessant. On a humilié la Russie et Jacques Chirac s'en émouvait et Hubert Védrine s'en inquiétait. Ils avaient raison. On a humilié la Russie. Mais c'était dans un temps T+2, dans un temps T ou même T+1, nous avons proposé, enfin, on ne peut pas faire fi de l'accord OTAN-Russie
qui a été signé à la fin des années 90 et renouvelé. Il y a un conseil, il existe Et vous toujours. faites bien de le rappeler. Il y a un conseil OTAN-Russie qui existe toujours. Pourquoi est-ce que la Russie ne veut pas jouer ce rôle-là? Parce qu'elle a choisi un autre cheval, qui est celui de ce que vous disiez tout à l'heure, Clémentine, Ruski Mir, le monde russe, la sphère d'influence. La possible responsabilité occidentale dans cet impérialisme poutinien ne doit évidemment pas faire oublier aussi la gigantesque ambition et peut-être même l'obsession de Vladimir Poutine qui serait de faire renaître cette grande Russie, de faire revivre cet empire russe. Et là aussi, plusieurs intervenants dans le film le disent. Écoutez. Fondamentalement, ça s'inscrit dans son grand projet, dans son grand dessein. Poutine se voit comme le rassembleur des terres russes, hein, et il est certainement animé par une haute conscience historique. Hein, il entend passer à la postérité, il entend passer pour un nouveau Pierre le Grand. Alors je crois que tout le monde est assez d'accord sur cette idée que Vladimir Poutine se rêverait en grand empereur. Mais est-ce que cette fois, sur le cas ukrainien, il se casse les dents? Est-ce que vous sentez qu'il est tombé sur un os, à la fois parce que l'Ukraine résiste beaucoup plus qu'il ne l'imaginait, et à la fois parce que les Occidentaux semble aussi résister? Oui, de toute évidence, il y a beaucoup d'obstacles et de réactions qui n'avaient pas été anticipées. On peut le voir comme ça. On peut voir que d'une part, les plans qui avaient été préparés par l'entourage de Vladimir Poutine et qui n'osent généralement pas s'opposer à ces plans ou les éclairer de manière critique, les plans ont échoué. Ce n'est pas d'ailleurs le premier échec, puisque le FSB avait déjà échoué à contenir Maïdan, et avait été d'ailleurs plutôt puni pour ça, puisque c'est ensuite la défense qui s'est chargée de l'annexion de la Crimée. Donc grave erreur de stratégie, là? Erreur de stratégie, grave, seul le développement des événements le grave dira. pour lui, évidemment. Oui. Michael Vallet? Il y a des choses qui, au bout d'un moment, échappent à l'analyse la plus immédiate. La question de la conscience nationale et du sentiment patriotique, ce sont des éléments qui se créent parfois à des moments où vous ne les attendez pas. Ce sont des réactions que vous attendiez pour plus tard, ou avec des éléments que vous ne pensiez pas aussi forts. Le fait d'être russophone, le fait d'avoir en partage, même si c'est extrêmement compliqué par rapport aux différentes églises, ce sont des églises-nations aussi. Enfin, en Ukraine, même si vous avez en partage une culture orthodoxe, même si vous avez le fait que la Crimée, finalement, depuis le temps que les Russes ont des accords, ils sont là. Non, ça n'a pas été aussi simple. Et cette espèce de précipité qui s'est cristallisé sur le sentiment patriotique ukrainien et le fait d'avoir fait front comme ça a probablement été l'élément que les Russes, en tout cas que le pouvoir russe, n'a pas pris en compte. Et il est possible aussi que nous n'ayons pas pensé que l'Ukraine résisterait comme elle résiste du fait de ce sentiment patriotique-là. Et ça, ce sont des choses qui sont très longues à analyser. Ce n'est pas aussi simple de le penser. Moi, je vais vous dire, il y a pas mal de personnes, dont je fais partie, qui étaient persuadées qu'une ligne rouge, mais même pas la première, celle-là, et c'était évident, faire couler du sang de civils russophones, blancs, orthodoxes, c'était pas possible et c'était un contresens. Ça a été franchi. Le 24 février au matin, on a quand même été quelques-uns à être étonnés. Ce qui prouve bien que l'idéologie qui anime Vladimir Poutine et les hommes du Kremlin autour de lui est plus forte que tout sentiment fraternel, puisque ce qui doit l'emporter, c'est la notion de pouvoir et non pas la notion de civilisation. Et la façon dont c'est habillé, y compris par le patriarche de Russie, Kirill, est totalement artificielle. En vérité, ça consiste à tuer. Et là, c'est absolument catastrophique. Et je terminerai juste un mot sur l'Ukraine. L'Ukraine a démontré qu'elle était une grande nation parce que tout simplement, elle avait été empêchée à plusieurs reprises, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, d'être elle-même, d'exister et de s'exprimer. Et il y a des nations comme ça, la nation polonaise, qui a été 3 fois partagée, 3 fois rayée de la carte, qui réexiste et qui prouve bel et bien qu'elles sont puissantes et enracinées. C'est d'autant plus fort que le peuple ukrainien est divers, mais il est uni. Et la leçon, elle est unie par quoi? Par l'esprit démocratique. Et si ça n'est pas une leçon du début du XXIe siècle, alors il faut renoncer à tout. Donc, puisque le sujet du débat, Rebecca, c'est nous, Européens, sommes-nous allés trop loin? Avons-nous manqué à la Russie, quelque part? Eh bien, je crois qu'il faut répondre qu'on a une occasion, peut-être, ici, de se réhabiliter en restaurant les valeurs. Les valeurs fondamentales qui sont celles de l'Occident sont réclamées aussi par le peuple ukrainien. Ça n'est pas rien. Elsa Vidal et Clémentine Fauconnier. Très brièvement, les 2 points sur lesquels je voulais insister, effectivement, on a été beaucoup parmi les observateurs réguliers
alliés de l'espace post-soviétique et de la Russie à être surpris par l'entrée en guerre, par une guerre en bonne et due forme, parce qu'effectivement, ça ne nous semblait pas compatible avec les objectifs rationnels, politiques escomptés pour la Russie. La deuxième chose, c'est que tout à l'heure, vous parliez de la nécessité pour nous de faire un pas de côté, la capacité à penser en dehors de son espace ethnique. Mais de toute évidence, des leaders, on va dire, illibéraux tels que Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan et aussi les Chinois ont fait le choix de promouvoir d'autres récits nationaux et d'autres récits de puissance politique. Ils font des alliances tactiques et ils viennent nous challenger quand même sur les questions démocratiques. Ils le font en s'appuyant sur un fond culturel, en ravivant en fait des idéologies locales. Mais fatalement, je pense que malgré tout, ils viennent nous concurrencer sur le terrain de la démocratie. Et c'est aussi parce qu'ils en ont peur, parce qu'ils ont probablement très peur de ces valeurs démocratiques. La perte de pouvoir. Ouais. Est-ce que là, ça pourrait provoquer la chute de Vladimir Poutine, Clémentine Fauconnier? Alors, c'est la question qu'on se pose. Évidemment, pour l'instant, ça n'a pas vraiment l'air d'être le chemin qui est suivi. Mais ça ne le fragilise pas, même pas de l'intérieur. Il faudra voir l'effet à terme des sanctions économiques, aussi les effets sur son entourage. Mais je voulais rebondir aussi sur la citation de tout à l'heure, tout d'abord sur Pierre le Grand. La comparaison Poutine-Pierre le Grand, alors c'est normal de vouloir faire des comparaisons historiques, Poutine-Pierre le Grand et Poutine-Staline. Je pense que c'est pas tout à fait juste, parce que Poutine, contrairement à Pierre le Grand et Staline, sans vouloir jeter des fleurs à ces deux dirigeants qui par ailleurs étaient tout à fait violents et sanguinaires, avaient des grandes ambitions, alors avec un coût humain très très important, mais des ambitions de changement de la Russie, de mener un changement social, économique, politique, géopolitique. Poutine n'a pas du tout cette envergure, et il n'a jamais prétendu l'avoir, et personne dans son entourage ne prétend que le poutinisme a été un moment de modernisation. C'est un moment à la limite de restauration, de tentative de restauration, et encore qui sera jamais de faire de la Russie ce qu'a été l'URSS. D'accord. Voilà. Et donc on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions et ni même dans les mêmes volontés. D'ailleurs, à Russini, quand il s'agissait de s'inspirer de différentes périodes de l'histoire russe dont Vladimir Poutine pourrait se réclamer, c'était plutôt Alexandre III qui n'a pas réellement passé une très très grande postérité. Donc il y a une plus grande, je dirais entre guillemets, modestie, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une réelle violence. Donc c'est rétabli, pas d'unanimité sur cette question. Et la deuxième chose, sur la question de savoir, on va bien voir ce que devient la Russie et le système Poutine dans les mois, les années qui viennent. Mais pour l'instant, je voulais un tout petit peu relativiser l'idée de l'échec sur le court terme, puisque le système Poutine, donc il a changé la constitution pour pouvoir se maintenir jusqu'en 2036, mais il est quand même extrêmement sclérosé de l'intérieur. Il s'est légitimé pendant une période grâce à la hausse du PIB, ce qu'il ne peut plus faire aujourd'hui. Le système est complètement bloqué. Il n'y a plus du tout de perspective de changement, de modernisation. Alors, on n'a pas encore parlé, on n'aura pas le temps sans doute de parler de Vladislav Surkov, qui a été son grand conseiller pendant 2012, et qui, lui, avait quelques ambitions, malgré tout, d'essayer de construire, je dirais, une forme d'autoritarisme 2.0 qui permette aussi à la Russie de s'insérer dans l'économie globale. Et ça, toutes ces ambitions-là, elles ont complètement disparu. Là, ce qu'a réussi, entre guillemets, Poutine, même s'il y a un coût humain très important, c'est à occuper l'agenda médiatique mondial et à continuer à contrôler le pays. Pour combien de temps? On verra. Mais la question du coût humain en Russie, elle ne se pose pas du tout de la même façon que dans les démocraties. C'est ça qu'on oublie toujours quand il y a des attentats ou des prises d'otages en Russie. Il y a énormément de morts et ce n'est pas suffisant pour fragiliser l'État. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est une des grandes causes du malentendu Est-Ouest. Je reprends la main, il nous reste quelques minutes. Je voudrais aussi qu'on revienne sur les ambitions de Vladimir Poutine qui ne semblent pas s'arrêter à l'Europe de l'Est. Et c'est aussi montré dans le documentaire. Gardons ces quelques minutes pour en parler. Il veut s'étendre. On parle du Moyen-Orient, du Proche-Orient, mais aussi de l'Afrique. L'ours a trouvé son pot de miel, nous dit le réalisateur du documentaire. Et il a, semble-t-il, quelques atouts de séduction. Écoutez. La Russie dit, ben voilà, moi j'arrive chez toi, je vais pas te faire de leçons de démocratie, j'assure ta sécurité, je vais le faire, on te va te critiquer, mais je vais faire comme faisaient les Français, je vais mettre un conseiller en sécurité auprès de ta présidence et on va pouvoir comme ça assurer non seulement ta sécurité, mais je vais aussi aller dans ton armée, faire de la formation dans les forces armées centrafricaines d'une façon tout à fait officielle. Et ce sera évidemment le dernier thème de ce débat. Gardons quelques minutes. Christian Macarian, est-ce que la méthode russe séduit en Afrique? Alors, pour l'instant, elle profite du déclin français, entre guillemets. Les échecs constatés au Mali permettent à certains groupes russes de nourrir certaines ambitions. Mais on a vu avec quelle maladresse. On a vu la semaine dernière la manipulation grossière et scandaleuse avec laquelle on a essayé de fabriquer de toutes pièces un charnier, les forces du groupe Wagner, pour en accuser les Français. Or, heureusement, par des images diffusées par les services français, on a vu que les Russes enterraient des corps
qu'ils étaient allés chercher En ailleurs. attendant, l'image des Français Oui, est moins mais bonne aujourd'hui que celle des Russes. Il y a plusieurs puissances qui font ça. La Turquie fait exactement la même chose en faisant des percées au Maghreb et en Afrique noire aussi, en Afrique centrale, en République centrafricaine. La Turquie avance, elle avance aussi dans beaucoup d'autres pays. Donc la France, malheureusement, et ça je pense qu'on n'en a pas vraiment assez conscience à Paris, fait l'effet d'une proie. Parce qu'on voit qu'un côté du miroir, il faut voir l'autre côté. Il y a un côté, mais ça c'est typiquement français, il y a un côté affaire à saisir, si vous voulez, dans le retrait français. Mais je crois que plus globalement, ce que vise la Russie, c'est reprendre pied absolument partout où elle le peut. N'oublions pas l'Amérique latine, n'oublions pas, et ça va très loin, que le patriarche de l'Église russe, Kirill, a signé un papier avec le pape François, que le pape François doit bien regretter aujourd'hui d'avoir signé. Oui, pour rapprocher les églises, mais en vérité, c'était une reconnaissance d'un certain pouvoir russe. Et je terminerai en disant que l'ambition, c'est la conviction de tous les penseurs américains, de tous les think tanks américains, c'est que l'ambition suprême de Russes, c'est de sortir les Américains d'Europe. Et ça expliquerait pourquoi les Américains mettent une telle âpreté à se réinvestir, à envoyer des armements et des centaines de millions de dollars pour aider et armer l'Ukraine, afin que, et là je cite le secrétaire à la défense américain, afin que les Russes n'aient plus envie, jamais, de tenter ce qu'ils ont voulu faire en Ukraine. Donc c'est assez clair, il y a une nouvelle partie américano-russe et les Russes l'ont désiré. Ce match-là, ils l'ont désiré. Donc l'ambition est finalement peut-être un peu plus grande que ce qu'on imaginait, Clémentine Fauconnier, chez Vladimir Poutine. S'il veut même aller jusqu'à ces terres-là dont on parlait, alors l'Amérique latine, c'est pas dit dans le documentaire, mais on parle du Proche-Orient, du Moyen-Orient et bien sûr de l'Afrique. Mais ça reste aussi... Alors, l'Afrique a aussi quand même des enjeux économiques très importants. C'est aussi la course aux ressources et le rapport allié-rivaux qui unit la Chine et la Russie, puisque la Chine est aussi très présente sur le continent africain, aussi pour des raisons économiques. C'est aussi une façon de continuer, ça a été assez bien dit dans le documentaire à un moment, c'est-à-dire pour la Russie d'arriver à s'imposer par sa capacité de nuisance, en fait, et d'arriver à se servir de toutes les brèches possibles, par exemple la situation de faiblesse de la France au Mali, pour parvenir finalement à acquérir une plus grande visibilité symbolique, économique, politique, mais qui n'est pas directe, enfin, même si on sait très bien vers où se dirigent les flèches, puisqu'il s'agit quand même du groupe Wagner, pour l'essentiel, qui est présent en Afrique et pas tout à fait officiellement de la Russie. Michael Vallet, on a même une opposition Chine-Russie face aux États-Unis. Il y a quelque chose qui est en train de s'organiser. Il n'y a absolument rien de nouveau dans tout ça. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la Russie ne le faisait pas avant ? Parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Il a d'abord fallu se reconstruire. Pourquoi ils n'ont pas attaqué en certains points avant ? Parce qu'ils n'avaient pas l'armée qu'il fallait pour ce faire. Il a d'abord fallu s'organiser, poser les... Alors même si le coup de Poutine, joueur d'échecs, il peut jouer plusieurs parties en même temps... Oui, on a l'impression d'un fin stratège. En sortant du documentaire, on se dit qu'il est... parce qu'on a besoin aussi de schématiser tout ça. Simplement, les choses se font dans l'ordre au moment où on en a la capacité. Et, je vais le dire de manière... avec euphémisme, mais des États qui sortent de leur zone d'influence immédiate pour essayer d'aller contrôler des ressources, en échange de quoi ils tranquillisent le dictateur local, ils mettent un peu ça en coupe réglée. Il est possible, sauf à ce que je me trompe, que la Russie ne soit pas la première, pour le dire très gentiment et très poliment. Et vous avez aujourd'hui, en fait, la géopolitique et le contrôle d'un territoire. Aujourd'hui, le contrôle d'un territoire ne passe pas uniquement par l'idée de la souveraineté. On occupe, on met un fantoche, point. C'est pas ça. C'est le contrôle des mines, c'est le contrôle des terres rares, c'est le contrôle des canaux de communication, c'est la stratégie, c'est la diplomatie ou le pouvoir d'influence. Et vous savez, quand les Chinois ont été les premiers à reconnaître le régime taliban, ils ont été dans les premiers à recevoir des concessions minières aussi. Donc tout cela fait partie de la panoplie. Je dis pas que c'est bien, hein, je ne suis pas en train de porter des jugements de valeur, mais c'est une question, c'est la panoplie classique, sauf que maintenant, la Russie a mis un pied dehors et commence à s'organiser un peu plus de ce point de vue-là. Mais le coup du conseiller auprès du président, en échange de quoi on tire les ressources premières, très franchement, c'est pas très très nouveau. Elsa Vidal, pour conclure. Oui, moi ce que je voulais mettre en lumière, c'est que effectivement, d'abord, ce n'est pas très nouveau. Ensuite, dans, je pense, la manière d'implémenter ces prises de pouvoir par les Russes, il y a quand même une manière qui témoigne d'une très forte asymétrie. C'est quand même une puissance faible qui se focalise sur des points très particuliers dont elle a besoin pour son exercice, pour son économie, mais qui n'est pas en capacité d'ouvrir et d'offrir un modèle de gouvernance. Et les Russes ne font pas campagne sur leur modèle de gouvernance. Ils s'en tiennent à des accords très précis, sécurité, économie,
Point. Deuxième chose, pour moi, ce qui suit la surprise qui, pour moi, a constitué le début de cette guerre et le train de sanctions qui est en œuvre, c'est quand même, pour moi, je pense, pour Vladimir Poutine, un moment où il a réussi à restaurer une capacité d'influence de la Russie sur l'échiquier international et désormais, il désintègre la Russie de l'ordre multilatéral, il la replie sur elle-même et il la contrôle mieux. Et on s'arrêtera là. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Avant de vous quitter, et si vous avez envie d'approfondir le sujet, je vous cite un tout dernier ouvrage, Poutine, l'Ukraine, les faces cachées, de Vladimir Fedorovski, édition Ballant. À très vite sur Public Sénat.